Bonjour, vous êtes au 22e salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques et je suis Sandrine Rouleau, secrétaire générale de l'Association française des polyarthritiques. Le salon est placé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République, et sous le patronage du ministère de la Santé et de la Prévention. Le salon est également parrainé par la Société française de rhumatologie. Je remercie chaleureusement le laboratoire Janssen qui apporte son soutien institutionnel à ce deuxième rendez-vous de la matinée qui sera consacré à un question-réponse avec 2 rhumatologues. Vous pourrez leur poser vos questions par écrit via le chat qui est situé sous votre écran. Attention, si vous êtes en mode plein écran, il est possible que le cadre pour poser votre question ne s'affiche pas. Quittez alors le mode plein écran. Alors, si vous lisez notre revue Polyarthrite Info, vous connaissez la rubrique Docteur, j'ai une question. Depuis 2014, le docteur Karine Loati, rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine, répond aux questions de nos lecteurs. Bonjour, docteur Loati. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre en direct aux questions. Merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de participer au salon de l'AFP. Merci beaucoup. Et pour vous accompagner, nous avons sollicité une nouvelle fois le docteur Didier Poivret. Bonjour, docteur Poivret. Bonjour, je vous remercie aussi de m'avoir invité. C'est effectivement toujours un plaisir de dialoguer avec les patients et de répondre aux questions qu'ils peuvent légitimement se poser. Eh ben, les patients sont toujours aussi très contents d'avoir des réponses à leurs questions et d'échanger avec vous. Et puis, toute l'équipe, on est aussi très content de vous retrouver sur ce 22e salon. Alors, on va commencer tout de suite les questions parce que je sais qu'elles sont très nombreuses. Elles ont commencé à arriver depuis quelques jours. Et alors, je vous pose les questions et puis vous y répondez, soit chacun votre tour, soit comme vous voulez, vous me dites. Alors, nous avons des modératrices qui essayent de regrouper les questions par thème. Donc, on va commencer par des questions autour du Covid-19. On n'en a pas encore beaucoup parlé depuis le début du salon. Alors, première question, étant sous Bénépalie plus cortisone pour soigner ma polyarthrite, les vaccins du Covid peuvent-ils relancer l'inflammation de la polyarthrite? Alors, c'est une question très intéressante qu'on a souvent en consultation. Les patients sont parfois inquiets de faire le vaccin contre le Covid. Globalement, on pensait que non, les vaccins ne déclenchent pas de poussée, mais dans une étude européenne sur une trentaine de pays, on a quand même remarqué qu'on avait environ 4% de poussée de polyarthrite après les vaccins. Mais en général, l'état redevenait contrôlé, donc ce n'était pas des poussées majeures. Pour faire le vaccin de la grippe ou du Covid ou du pneumocoque, doit-on arrêter le méthotrexate? Si je peux répondre, on doit arrêter, il vaut mieux arrêter le méthotrexate la semaine qui suit l'injection du vaccin ou du Covid, ainsi que les nouveaux médicaments qui s'appellent les anti-JAK. Mieux vaut les arrêter dans la semaine qui suit, puis reprendre le traitement normalement, de façon à ce que le vaccin ait sa pleine potentialité et provoque une apparition maximale d'anticorps. Je souffre de spondyloarthrite. Le médecin de l'hôpital me dit que je suis immunodéprimée. Ma 4e dose de vaccin Covid date du 1er avril dernier. Personne ne sait me dire si je dois faire une 5e dose. Les pharmaciens ne savent pas répondre. Que dois-je faire? Alors, il y a 2 cas de figure. Tout d'abord, les patients immunodéprimés sévèrement, c'est-à-dire sous rituximab ou sous corticoïdes à forte dose, nécessitent vraiment de faire le rappel de vaccin tous les 6 mois. Ça augmente 2 types d'immunité, ce qu'on appelle l'immunité cellulaire et l'immunité humorale avec des anticorps. Voilà, en complément, si besoin, avec des traitements que vous avez peut-être entendus, type Evusheld. Ensuite, avec les autres traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde, on va dire que les recommandations
correspondent plus à la population générale. Donc, c'est plutôt conseillé, mais comme tout le monde, on va dire. Alors, à quoi bon faire une 5e dose quand avec la 4e dose, on ne développe toujours pas d'anticorps? Si on n'a pas développé d'anticorps avec les 4 premières doses, il est peu probable qu'on développe des anticorps avec la 5e dose, mais c'est possible. En tout état de cause, l'immunité comporte aussi une immunité cellulaire, c'est-à-dire les globules blancs vont avoir une mémoire contre le vaccin, contre le germe qui est en cause dans le vaccin, et on peut espérer que ça permette d'avoir une certaine immunité contre la COVID en l'occurrence. Donc autant faire la 5e dose, au pire elle sera inefficace, mais il est possible qu'elle permette d'augmenter l'immunité cellulaire et donc de protéger le patient. Merci. Alors, nous allons passer à des questions autour de la maladie. Le stress peut-il déclencher une PR? J'ai développé ma PR suite à un burn-out. Alors, c'est assez connu, c'est-à-dire que pour développer une PR, il faut une prédisposition génétique sur laquelle se rajoute un élément extérieur, comme par exemple le tabac, une bactérie, et le stress est connu pour être un facteur de risque de déclencher une polyarthrite rhumatoïde, en effet. Connaît-on le pourcentage de rémission de la polyarthrite rhumatoïde et au bout de combien d'années? Alors, on peut dire qu'avec les traitements modernes, nous avons un tiers des patients qui sont mis en rémission très rapidement. Un autre tiers est bien soulagé, mais pas en rémission, auquel cas on modifie le traitement. Et en général, on arrive à obtenir une rémission. Tout ceci dans les 6 mois ou la première année de la maladie. À très long terme, nous n'avons pas d'études qui nous permettent de dire qu'est-ce qui se passe au bout de 20 à 40 ans. Ceci étant, nous pouvons dire que la durée de vie des patients qui sont en rémission est égale à celle de la population normale, alors que, comme vous le savez, avant que nous ayons accès ou que les patients aient accès aux biothérapies et à tous ces traitements modernes, la durée de vie d'un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde, la qualité de vie était déjà considérablement dégradée et en plus, en général, 10 ans de vie en moins par rapport à la population normale. Donc, les traitements modernes sont un progrès considérable en termes de qualité de vie et d'espérance de vie. PR et fatigue, est-ce une fatalité? Car depuis 1 an et demi que j'ai déclaré une PR, je n'ai toujours pas retrouvé ma forme d'avant. La fatigue est beaucoup moins importante que la première année, mais reste présente. Alors, la fatigue est un symptôme qui est assez connu dans la polyarthrite rhumatoïde, notamment au début, quand la polyarthrite est active, c'est-à-dire inflammatoire. Ensuite, quand on arrive à contrôler l'activité inflammatoire de la polyarthrite rhumatoïde, la fatigue peut diminuer avec les traitements. Il existe quand même quelques patients qui sont bien contrôlés au niveau de l'inflammation, mais qui gardent une fatigue chronique. Donc, on va rechercher d'autres causes, en particulier une petite dépression, des douleurs diffuses qu'on appelle une fibromyalgie qui peuvent être associées à un mode de vie, à des problèmes de sommeil ou éventuellement d'autres maladies du corps qui entraînent une fatigue. Donc, ce n'est pas forcément une fatalité. On peut organiser des choses pour améliorer la fatigue, telles que garder une bonne activité physique, avoir un bon sommeil, éventuellement une prise en charge chez un psychologue, etc. Il y a des choses à discuter avec votre rhumatologue. Je n'ai pas les marqueurs de la maladie qui apparaissent lors des bilans sanguins, mais mon rhumatologue m'affirme que je souffre bien d'une polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que la maladie est moins forte? Alors, il s'agit effectivement d'une polyarthrite rhumatoïde. Il existe des polyarthrites rhumatoïdes dites séronégatives qui n'ont pas les marqueurs de la polyarthrite, les marqueurs sanguins de la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est d'abord un diagnostic clinique. En général, le pronostic est meilleur si les marqueurs sanguins ne sont pas retrouvés. Avec une polyarthrite, notre durée de vie est-elle raccourcie? Pour cette question, on peut dire qu'à l'époque, on n'avait pas les traitements modernes qui sont les biothérapies et leurs apparentés. L'espérance de vie pouvait être un petit peu diminuée de quelques années, mais à l'heure d'aujourd'hui, et
quand on peut utiliser les traitements qu'on a à notre disposition, en particulier le méthotrexate, les biothérapies, etc., on peut dire que la durée de vie est similaire à la population générale. Comment faire la différence entre un rhumatisme psoriasique et un psoriasis inversé induit par Humira? Est-ce que le diagnostic de PR séronégative évoluant depuis 40 ans peut se transformer en rhumatisme psoriasique? Alors, une polyarthrite rhumatoïde séronégative pourrait éventuellement être un rhumatisme psoriasique. Parfois, en général, le psoriasis existe avant, mais parfois, le psoriasis arrive au bout d'un certain temps d'évolution de la polyarthrite. Par contre, l'Humira et les biothérapies peuvent avoir un effet paradoxal et induire l'apparition d'un psoriasis. Je dirais que dans le cas particulier, c'est un cas particulier. Je conseillerais à la patiente de consulter son rhumatologue et d'en discuter. Est-ce qu'il faut changer ou pas l'Humira? C'est difficile de répondre dans le cadre dans lequel nous sommes. Bon. Est-il possible de cumuler une spondylarthrite diagnostiquée en 2012 et des symptômes de polyarthrite aujourd'hui? Alors, il est quand même très rare d'avoir à la fois une vraie spondylarthrite et une vraie polyarthrite rhumatoïde. Par contre, dans la spondylarthrite, il existe des formes axiales avec des douleurs de la colonne vertébrale, des fesses, et une forme périphérique avec une atteinte des articulations, et éventuellement des gonflements des mains, des pieds, etc. Donc finalement, ce qu'on peut penser être des symptômes de polyarthrite rhumatoïde sont probablement tout simplement des symptômes périphériques de spondylarthrite. On a tout au long de l'année beaucoup de questions de malades qui s'interrogent sur le diagnostic et sur éventuellement ces changements de diagnostic. En tous les cas, c'est une vraie difficulté. Et alors, toujours dans ce même sujet, comment distinguer une spondylarthrite d'une atteinte articulaire due à une rectocolite hémorragique? La rectocolite hémorragique s'accompagne dans un certain nombre de cas d'une spondyloarthrite. Donc, la spondyloarthrite fait partie de la rectocolite, ou en tout cas, c'est une maladie associée. On pense qu'il y a des processus physiopathologiques communs, l'inflammation du tube digestif et l'inflammation des sacroiliacs qui se trouve juste en arrière du tube digestif, a probablement quelque chose de commun. Donc, les deux maladies sont liées et donc il faut les traiter en même temps. Que faire en cas d'hallux valgus de plus en plus invalidant? L'hallux valgus, c'est une déformation du premier rayon, c'est-à-dire du gros orteil, qui peut entraîner des douleurs et une difficulté de chaussage. On le traite avec différents moyens de podologie, mais si les traitements médicaux ne fonctionnent pas assez, si la personne est trop douloureuse malgré ce qu'on lui propose et ne peut plus se chausser à cause de la déformation importante, on peut recourir à une prise en charge chirurgicale. Le microbiote a-t-il un rôle, une influence sur le déclenchement ou l'évolution d'une PR? Agir sur le microbiote peut-il avoir une action sur la polyarthrite? Alors, le microbiote, de très importantes études ont lieu, sont actuellement effectuées sur le microbiote pour connaître sa composition et pour savoir si, lorsqu'on a un certain nombre d'affections, le microbiote est modifié. Alors, dans la polyarthrite rhumatoïde, il existe quelques modifications, mais lorsqu'on essaye de modifier le microbiote, on n'a pas modifié l'évolutivité de la polyarthrite rhumatoïde. Ceci étant, les études sont loin d'être terminées. Il y a probablement quelque chose à étudier de ce côté-là. Vous savez qu'on parle d'un deuxième cerveau qui se trouverait dans le tube digestif. Pour l'instant, nous en sommes aux études préliminaires et il faut attendre un petit peu. Dans la spondylarthrite ankylosante, par contre, le microbiote est probablement modifié et des études avec greffe fécale ont été effectuées. Il faut attendre là aussi un peu avant d'avoir des conclusions et de tirer les conclusions pratiques, d'avoir une possibilité pratiquement de traiter les malades de ce niveau-là. Alors, il y a probablement ça. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau des poumons. Il y a il y a énormément de microbes qui sont au niveau des poumons. Vous savez qu'il y en a aussi au niveau de la bouche. Tout ça est actuellement étudié, mais n'a pas de répercussion en pratique. Il faut attendre
un petit peu avant de pouvoir tirer des conclusions. Donc, on garde la question et puis on vous la repose d'ici quelques années ou tous les ans jusqu'à ce qu'on ait les résultats. Je suis atteinte de polyarthrite. Je voudrais savoir si elle est héréditaire. Alors, en fait, c'est plutôt le terrain génétique que vous pouvez transmettre qui est une prédisposition à développer une polyarthrite. Donc, ce n'est pas une maladie génétique en tant que telle. Plus, on va transmettre une prédisposition, donc une augmentation toute faible du risque de faire une polyarthrite rhumatoïde chez les enfants. Je souffre d'un rhumatisme psoriasique et mon mari d'un psoriasis. Nous avons une fille. Est-ce qu'il y a un risque qu'elle développe l'une de ces deux pathologies? Il y a un risque, oui, le psoriasis, il y a un facteur héréditaire. Il y a des familles où il existe du psoriasis. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle a du psoriasis qu'elle aura un rhumatisme psoriasique, et ce n'est pas parce que les deux parents ont un psoriasis qu'elle aura à 100% du psoriasis elle-même. Donc, je ne sais pas si on comprend. Tout à fait d'accord. La PPR, alors la pseudo-polyarthrite rhizomélique, est-ce que la recherche a réussi à avancer dans le traitement de cette maladie? Donc, la PPR est une maladie qui donne des douleurs, ce qu'on appelle des ceintures, donc de la région des épaules et de la région des hanches, d'horaires inflammatoires, qu'on a l'habitude de traiter classiquement par corticoïdes pendant plusieurs mois. Ces dernières années, il y a eu des études sur l'intérêt d'une biothérapie qui s'appelle le tocilizumab, un anti-IL-6, qui permettrait, dans certains cas, de pouvoir mieux contrôler la maladie et de baisser plus rapidement les doses de corticoïdes. Il y a d'autres biothérapies qui se développent actuellement dans la PPR, mais ce ne sont pas des traitements qui ont actuellement l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, ce sont des traitements qu'on décide de mettre uniquement après concertation pluridisciplinaire, en fonction des cas. Alors, je vous propose de passer à quelques questions sur les traitements. Quels antibiotiques puis-je prendre avec une PR traitée par méthotrexate? Ma généraliste ignorait cette contrainte. Avec le méthotrexate, nous déconseillons formellement l'utilisation du Bactrim, qui n'est pas vraiment un antibiotique, mais qui est utilisé dans les maladies infectieuses. Il est franchement contre-indiqué d'utiliser avec le méthotrexate. À ma connaissance, les antibiotiques habituels ne sont pas contre-indiqués avec le méthotrexate, surtout s'il existe une maladie infectieuse qui nécessite un traitement, ce qui est nécessaire lorsqu'on est atteint d'un rhumatisme inflammatoire chronique. Le CBD est-il contre-indiqué avec les traitements de la polyarthrite rhumatoïde? Alors, à ma connaissance, le CBD n'est pas contre-indiqué avec les traitements de la polyarthrite rhumatoïde. Il n'est pas reconnu officiellement actuellement comme un traitement efficace dans la polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Non. Quand la maladie est peu active, avec des poussées parfois intenses mais espacées, à quelle fréquence faut-il réaliser une imagerie des articulations les plus touchées? Est-ce que cela permet d'évaluer si le traitement est adapté et suffisamment efficace? Alors, il faut certainement faire des imageries, pas tout le temps, mais s'il existe des poussées évolutives, en particulier des poussées de synovite qui sont mal contrôlées par le traitement, il est bon de faire des radiographies des mains, des pieds et des articulations touchées. Autrefois, on proposait de faire systématiquement une radiographie des mains et des pieds tous les ans. Actuellement, on estime que c'est surtout si la maladie est mal contrôlée qu'il faut faire ce genre d'examen radiologique. Peut-on prendre des anti-TNF à vie? Concernant les anti-TNF, on a actuellement un recul plutôt de 15-20 ans de l'utilisation de ces médicaments. Donc, à vie, on n'a pas les données. Maintenant, pour l'instant, on a des personnes qui sont depuis très longtemps sous anti-TNF sans souci particulier. J'ai été traitée par méthotrexate pendant 15 ans, puis il n'a plus fonctionné. J'ai été ensuite traitée pendant 10 ans par Arava, qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Est-ce que le méthotrexate pourrait à nouveau fonctionner?
Alors, en ce qui concerne cette question, je dirais que c'est le rôle du rhumatologue qui suit la patiente de prendre la décision. Pour ma part, évidemment, j'arrêterai la RAVA. Est-ce qu'il faut prendre le méthotrexate ou pas? Pas forcément. En tout cas, les biothérapies, les anti-TNF-alpha, pour ne pas les nommer, sont des médicaments sûrs et efficaces. Donc, j'aurais peut-être tendance à les utiliser en premier. Mais encore une fois, tout dépend des antécédents de cette patiente. Nous ne savons pas quels sont ses antécédents, ni son âge. Euh, donc voilà, on peut reprendre le méthotrexate. Si la patiente le souhaite, elle peut reprendre le méthotrexate, à condition qu'elle n'ait pas de contre-indication. Peut-on arrêter la cortisone au bout de 20 ans de prise? Les glandes surrénales repartiront-elles? C'est vrai que quand on prend de la cortisone au long cours, pendant plusieurs années, les glandes surrénales, qui sont des petites glandes qu'il y a au-dessus des reins, qui habituellement sécrètent naturellement une hormone de type cortisone, ben, s'endorment. Donc le risque, c'est que quand on arrête brutalement la cortisone, les glandes n'arrivent pas à se réveiller, donc on appelle ça l'insuffisance surrénale. On sait du coup qu'il faut être prudent lors de l'arrêt d'une corticothérapie et on diminue très progressivement les doses jusqu'à l'arrêter. Parfois, on peut même faire un test pour voir si les glandes sont capables de se réveiller. Et si elles ne sont pas capables, on dit qu'on est en insuffisance surrénalienne et on peut apporter une hormone de substitution le temps que tout ça rentre dans l'ordre. Donc, on n'arrête pas tout seul et on en parle à son rhumatologue. Exactement. Je suis sous méthotrexate depuis 5 ans, mais il ne fait plus beaucoup d'effet. Ma rhumatologue est très réservée pour mettre en place une biothérapie car je suis aussi sous létrozole depuis 1 an suite à un cancer du sein. Les biothérapies semblent largement contre-indiquées dans ce cas car cela augmente les risques de récidive du cancer. On me demande de choisir entre rester avec le méthotrexate et passer à une biothérapie avec les risques que cela comporte. Je suis perdue et je ne sais pas quoi faire. Alors, c'est un cas effectivement qui se pose de plus en plus souvent. Je suppose qu'on a donné la dose maximale de méthotrexate supportable ou acceptable par la patiente. Un cancer du sein sous létrozole depuis 1 an, sous létrozole, probablement qu'il s'agit d'un cancer du sein qui a été traité par chirurgie, probablement radiothérapie, peut-être chimiothérapie, en tout cas hormonothérapie. Donc, c'est un cancer du sein qui a un certain risque évolutif. Ça, c'est une chose, c'est pour ça que cette patiente va prendre du létrozole pendant 5 ans. Par ailleurs, en ce qui concerne les anti-TNF-alpha, actuellement, toutes les données sont relativement rassurantes, surtout au bout de 5 ans, mais même avant. Les patientes qui sont sous anti-TNF, c'est-à-dire sous cette biothérapie qui permet d'être très efficace, ne semble pas augmenter le risque du cancer du sein, voire parfois, dans certaines études, le diminue légèrement, mais les résultats ne sont pas significatifs. Alors effectivement, c'est une discussion entre l'oncologue, le rhumatologue et la patiente. Il faut bien que la patiente donne son avis. Nous ne sommes pas certains qu'il n'y ait aucun risque vis-à-vis du cancer du sein. C'est donc effectivement un dialogue à 3 qui n'est peut-être pas facile, mais actuellement, nous ne sommes plus à contre-indiquer formellement avant 5 ans le traitement. Si cette patiente est sous méthotrexate à dose maximale, c'est invivable. Si elle a une polyarthrite rhumatoïde qui devient invivable, ça vaut peut-être le coup, en fonction des données de l'âge, des antécédents, des données du cancer et ainsi de suite, d'essayer, si on essaye une biothérapie, c'est forcément une biothérapie anti-TNF-alpha. Le TNF étant une molécule qui favorise en fait l'apparition de cancer, donc un anti-TNF, on peut estimer que ça va plutôt être favorable. Encore une fois, il n'y a pas de consensus là-dessus. Il faut l'accord de la patiente, bien informée, et elle prend la décision aussi. C'est une décision complexe, mais de temps en temps, les patients préfèrent être sous biothérapie avec un risque minimal plutôt que d'avoir une vie invivable. Une polyarthrite rhumatoïde qui évolue, c'est quelque chose d'épouvantable. Alors, s'il faut encore attendre 4 ans,
c'est compliqué. Mais d'un autre côté, si on prend un risque carcinologique, tout dépend de ce que dit l'oncologue. Il est probable que sous l'étrodol, c'est pas une simple tumeur qui a nécessite une tumeurectomie. Donc, effectivement, la patiente est peut-être un peu perdue. Il faut qu'elle rediscute avec les gens qui s'occupent d'elle. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et l'oncologue et le rhumatologue ne prendront pas de décision sans qu'elle soit d'accord, et même un accord écrit. Alors, merci de souligner, hein, comment dire, de parler de la décision médicale partagée qui doit être partagée avec, bien sûr, cette patiente. Là, je ne sais pas vraiment s'il y a un dialogue dans la situation qu'elle nous présente entre l'oncologue et le rhumatologue. Et on a aussi des exemples, hein, qui nous sont remontés à l'association où c'est chacun dit voilà moi ce que je vous dis. Et puis c'est le patient qui se trouve dans une situation délicate parce que c'est à lui de prendre la décision, j'allais dire presque tout seul, et qu'il n'y a pas vraiment de concertation entre les deux. Au mieux, c'est une sorte de RCP, c'est-à-dire que tout le monde se réunit autour d'une table ou par visioconférence ou je ne sais quoi, et tout le monde discute. Et encore une fois, la décision finale revient à la patiente, parce que c'est d'elle dont il s'agit. Mais nous avons des données relativement rassurantes. On en aura plus dans 5 à 10 ans, mais pour l'instant, tout dépend. Si elle est extrêmement inquiète pour l'évolutivité de la maladie, peut-être qu'il vaut mieux essayer de garder du méthotrexate, un peu de cortisone, et essayer de vivre comme ça, et puis attendre encore 1 ou 2 ans. Plus on s'éloigne de l'épisode initial du cancer, mieux c'est, plus on est sûr. Mais c'est une décision collective, et là aussi, on ne peut que dire que la malade, qu'elle a son rôle à jouer. Quel traitement peut-on prendre quand on a un antécédent de cancer et que le rituximab ne semble pas fonctionner? Donc, c'est une question complémentaire de la précédente à laquelle mon collègue, le docteur Poivret, a bien quand même répondu. Je rajouterai peut-être l'option de ce qu'on appelle la trithérapie, méthotrexate, salazopyrine, plaquenil, qui peut être utilisée en cas d'échec du méthotrexate si on ne peut pas donner de biothérapie. Voilà, c'est une option qui reste possible. Et aussi, avant de parler de l'échec du rituximab, bien vérifier qu'on est à des bonnes doses. Voilà. La prise de méthotrexate pendant 20 ans peut-elle être responsable d'un cancer? À ma connaissance, non. Faut pas non. Qu'en est-il des résultats de l'étude faite sur les effets secondaires des anti-JAK qui ont un risque d'être supprimés? Je pense que vous parlez de l'étude orale surveillance. Donc, il y a eu des alertes sur ces nouveaux médicaments qui sont des JAK inhibiteurs utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde et aussi parfois pour certains dans la spondylarthrite. Concernant la tolérance, on fait très attention au risque thromboembolique, c'est-à-dire de faire des phlébites ou embolies pulmonaires, des caillots dans les veines. Et puis, on fait également maintenant attention au risque cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas les donner en cas d'antécédent de problèmes d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral, et d'être prudent quand on a des facteurs de risque de faire ces maladies cardiovasculaires. J'ai une PR avec le syndrome sec et ma rhumato me dit qu'il n'y a rien à faire pour soulager cela. Je mets des gouttes hydratantes, mais cela n'aide en rien. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Là aussi, tout dépend de l'âge, du contexte. Que faut-il faire? Il existe des centres spécialisés dans les syndromes de Goulrouche-Mogren où des essais thérapeutiques sont effectués. Le rhumatologue est probablement connaît probablement ces différents centres. Nous ne savons pas dans quelle région ils se trouvent. Voilà, il faut faire un bilan du syndrome de Goulrouche et ensuite essayer un certain nombre de médicaments classiques qui ne sont pas très efficaces, il faut le reconnaître. Sinon, adresser la patiente à des services hyper spécialisés comme Saint-Antoine ou autres
pour participer à pas des essais thérapeutiques, mais en tout cas des notions où on peut essayer un certain nombre de médicaments dont le rhumatologue standard, dont je fais partie, n'a pas l'habitude. Donc, il faut s'adresser à des services hyper spécialisés dans le domaine si le syndrome sec est effectivement extrêmement gênant, ce qui peut arriver. Y a-t-il une baisse de la libido avec les traitements de l'APR? Je vais laisser mon collègue répondre. Alors, en ce qui concerne le méthotrexate, oui, il y a une baisse de la libido chez l'homme, en tout cas. Et en général, les polyarthrites rhumatoïdes, y compris les femmes, ont une baisse de la libido liée à une multitude de raisons. Ça peut être un syndrome sec, ça peut être aussi un syndrome dépressif et des difficultés de mobilisation. Donc, en tout cas, le méthotrexate diminue la libido chez l'homme. Mon pneumologue me dit d'éviter hammam et jacuzzi pour les bactéries et de privilégier le sauna. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai pas vraiment d'avis. Je crois pas que ce soit prouvé scientifiquement, mais j'ai pas forcément la connaissance par rapport au sur-risque d'avoir une bactérie dans les saunas et les hammams. Je pense qu'il faut aller dans des endroits bien propres, mais je n'ai pas la connaissance scientifique pour répondre à cette question. Je suis atteinte de polyarthrite et je voudrais savoir si elle est héréditaire. Alors, la polyarthrite n'est pas vraiment héréditaire. Lorsque un des parents a une polyarthrite, l'enfant a un très léger surrisque de polyarthrite, mais c'est négligeable. Enfin, ça ne nécessite pas des conseils génétiques ou quelque chose comme ça. On essaye de connaître la part de la génétique dans la polyarthrite rhumatoïde. Il existe aussi une multitude d'autres facteurs, y compris la pollution, le tabac, mais en ce qui concerne la part génétique, par exemple, pour les jumeaux homozygotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux qui ont le même patrimoine génétique, si l'un des deux a une polyarthrite rhumatoïde, l'autre n'a que 10% d'avoir une polyarthrite rhumatoïde. Donc, les gènes ne suffisent pas pour avoir une polyarthrite rhumatoïde. Ils ont une part, mais loin d'être prépondérante. J'ai une spondylarthrite ankylosante et j'ai une ostéonécrose. J'ai lu plusieurs fois que les prothèses des hanches changent la vie. Mon rhumatologue est pour, mais le chirurgien est contre. Qu'en pensez-vous? Dois-je pousser pour les avoir? J'ai 48 ans, je ne marche qu'avec des béquilles et je voudrais prendre le risque si ça peut améliorer ma vie. En effet, je comprends que vous êtes entre les décisions de deux médecins. L'ostéonécrose, a priori, touche plus préférentiellement la hanche, donc je pense que c'est de ça dont vous parlez. Ça peut être douloureux, ça peut donner des problèmes de marche. On a une prise en charge médicale relativement limitée avec une diminution de la charge sur la hanche. Parfois, certains réalisent des infiltrations. Si on n'a pas des résultats assez satisfaisants avec la prise en charge médicale ou si la tête fémorale est trop aplatie et du coup favorise l'arthrose secondaire, c'est vrai qu'on a recours à la prothèse totale de hanche. À savoir que c'est une opération quand même importante et qu'une prothèse de hanche a une durée limitée, je dirais à peu près une quinzaine d'années en fonction des types de prothèses. Mais si vous êtes gêné, vous pouvez en reparler à votre chirurgien, tout à fait. Une discussion peut évoluer en fonction de la gêne du patient, de l'âge du patient, des comorbidités. Les bisphosphonates peuvent-ils entraîner des complications dentaires? Alors, les biphosphonates sont des traitements qui sont utilisés pour traitement d'ostéoporose ou qui sont utilisés lorsque l'on prend des corticoïdes à plus de 7,5 mg par jour pendant plus de 3 mois. On aime bien alors il est justement recommandé de faire un bilan dentaire avant pour être sûr de ne pas avoir à effectuer des extractions dentaires une fois que les biphosphonates ont été prescrits. Les biphosphonates
sont des médicaments qui vont lutter contre l'ostéoporose induite, par exemple, par la cortisone. Mais lorsqu'on enlève une dent, elle peut avoir du mal à cicatriser. Donc, en général, on fait un bilan dentaire avec orthopontomogramme et avis du dentiste sur la nécessité d'enlever des dents. S'il faut enlever les dents, on les enlève avant la mise en place du traitement par bisphosphonates. S'il faut faire une extraction dentaire pendant plus de 3 ou 6 mois de bisphosphonates, on entoure cette extraction dentaire de prise d'antibiotiques et il faut savoir que la cicatrisation sera un peu plus longue et qu'il faut enlever une dent par une dent et non pas plusieurs dents à chaque fois pour éviter des difficultés de cicatrisation. Il y a des antécédents de maladies pulmonaires et cardiaques dans ma famille. Suis-je encore plus à risque de développer des complications? Dois-je avoir un suivi particulier? On s'intéresse dans votre cas plus préférentiellement à l'antécédent familial de maladies cardiaques. En effet, si dans votre famille il y a des cas d'infarctus, par exemple, vous serez un peu plus à risque. Donc, en fait, on doit contrôler régulièrement les facteurs de risque cardiovasculaires tels que le tabagisme, l'hypertension, le poids, etc. Et proposer un traitement s'il y a besoin. Donc, oui, on doit régulièrement évaluer vos facteurs de risque cardiovasculaires. Et pour les facteurs de risque pulmonaires? Alors, c'est moins héréditaire. Je pense plutôt à l'asthme qui peut être héréditaire, mais qui est indépendant des rhumatismes inflammatoires. Voilà, c'est essentiellement ça. J'ai tout le temps très froid. Est-ce dû à ma PR? Une PR évolutive peut fatiguer et donc donner cette impression d'avoir froid tout le temps. Mais il y a une multitude aussi d'autres maladies qui peuvent donner l'impression d'avoir froid. Par exemple, les problèmes de thyroïde. Si la thyroïde fonctionne mal, on a tout le temps froid. Si on est anémique, on a tout le temps froid. Si on est dépressif, on a tout le temps de froid. Et si on a une vascularité, on peut avoir tout le temps froid et ainsi de suite. Donc, voilà, il faut faire un bilan. C'est pas forcément lié à la PR, mais une PR évolutive, en phase évolutive, fatigue, et donc peut donner l'impression, pas l'impression, peut faire en sorte que les patients aient froid tout le temps. À voir avec le médecin traitant et le rhumatologue traitant. Où peut-on se renseigner par rapport aux éventuelles interactions médicamenteuses? Alors, nous, on peut utiliser des sites pour voir s'il y a des interactions médicamenteuses sur les médicaments qu'on prescrit. Après, le plus simple, c'est quand même d'en parler à votre pharmacien et puis à votre médecin qui peut vérifier, en particulier sur le Vidal, c'est notre référence pour les médicaments, voir s'il y a des interactions entre différents médicaments qu'il y a sur votre ordonnance. Mais si vous voulez un autre avis, le pharmacien est très à même de répondre à votre question. Et là, on parle médicaments qui sont prescrits par le médecin, mais aussi les médicaments, surtout pour les médicaments qui sont vendus sans ordonnance, le pharmacien, il faut lui en parler. C'est ça. Et puis des fois, les patients ont aussi plusieurs ordonnances en fonction de plusieurs médecins qui voient, et au pharmacien de réunir tout ça et d'alerter en cas de problème. J'ai 40 ans, j'ai pris beaucoup de cortisone depuis 20 ans. Dois-je m'attendre à avoir une cataracte et à partir de quel âge cela peut arriver? Alors, si ça fait 20 ans que cette personne prend de la cortisone, il faut faire un examen oculaire et rechercher une cataracte, effectivement. Les cataractes arrivent lorsque la corticothérapie est prescrite sur plusieurs années. Ça dépend des patients. Il y a des patients qui vont le faire plus ou moins tôt. En tout cas, une surveillance oculaire est de bon ton pour rechercher une cataracte qui va survenir probablement plus précocement que dans la population générale, la corticothérapie favorisant l'apparition d'une cataracte. Je souffre principalement des talons. Y a-t-il une solution adaptée pour conforter la marche? Alors, dans un premier temps, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui fait mal exactement dans votre talon? Le plus souvent, c'est quand même les tendons. Donc, pour améliorer la marche, on peut utiliser soit des talonnettes, tout simplement des talonnettes viscoélastiques que vous pouvez acheter par exemple en pharmacie,
mettre un petit talon de chaussure de 2-3 cm environ. Parfois, on a recours à la réalisation de semelles orthopédiques faites par le pédicure podologue. Et puis, si vraiment c'est une douleur de tendon, d'aponévrose plantaire, on peut faire des séances de kinésithérapie pour faire des massages transverses profonds et puis des étirements. Parfois, on a recours aux infiltrations s'il y a besoin. Je viens d'apprendre, il y a 3 jours, en plus de ma PR, j'ai un lupus. Comment me comporter avec ce fardeau en plus? Tout dépend ce qu'on appelle un lupus, si c'est la présence d'anticorps antinucléaires, à quelle dose, est-ce qu'il y a des signes cliniques et ainsi de suite. Je pense qu'il faut en parler aux rhumatologues, aux médecins traitants, à tous les gens qui s'occupent de cette personne. En tout cas, il n'est pas si rare qu'il y ait quelques anticorps antinucléaires lors d'une polyarthrite rhumatoïde. Il y a des formes frontières. Le traitement peut éventuellement ou doit parfois être modifié. Tout ça est affaire de spécialistes. Ça n'est pas forcément, ça n'est pas une catastrophe, c'est un processus évolutif qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, on peut s'arranger pour que les choses s'arrangent. Ça n'est pas une catastrophe, mais il faut en tenir compte. Peut-on distinguer les symptômes du canal carpien de ceux de la PR? Alors, le canal carpien, c'est une compression du nerf médian qu'il y a au niveau du poignet. Et comme c'est une atteinte nerveuse, ça peut donner des fourmillements des 3 premiers doigts de la main et la moitié du 4e doigt. Parfois, on a un problème de diminution de force. Souvent, donc ça peut arriver chez n'importe qui. Ça peut arriver quand on a un antécédent de fracture du poignet, par exemple. Le cas de la polyarthrite, c'est un peu particulier parce que dans la polyarthrite rhumatoïde, on peut avoir un gonflement de l'articulation, une synovite, ou alors un gonflement des tendons qui permettent la flexion des doigts. Et ce gonflement-là va aller comprimer le nerf médian et faire les fourmillements des doigts. Et du coup, dans ce cas-là, il suffit d'aller diminuer l'inflammation locale par des infiltrations et ça permet de libérer un peu le nerf. Ou alors, s'il n'y a pas d'inflammation du poignet, on peut aussi faire une infiltration au-dessus du nerf médian. Est-ce grave d'avoir de l'herpès quand on a une PR? Alors, grave, pas forcément, mais il faut certainement en tenir compte. Sous biothérapie, l'apparition d'herpès impose souvent l'arrêt de la biothérapie. Tout dépend, là aussi, l'âge, la localisation de l'herpès, le retentissement fonctionnel. Nous avons des patients qui font un herpès, on arrête la biothérapie, on la reprend, ils refont un herpès, etc. C'est pas grave en soi, mais ça va modifier le traitement. Ça doit être pris en compte. Et ça peut gêner la prise en charge thérapeutique. On peut être obligé de modifier le type de traitement du fait d'un herpès peut-être résiduant. Est-ce que se muscler grâce à l'activité sportive permet de limiter les contraintes qui pèsent sur les articulations? Eh bien, oui. Donc, c'est une question très intéressante. En tout cas, oui, plus on est musclé autour de l'articulation, moins il va y avoir de microtraumatismes entre les deux côtés de l'articulation. Et de manière parallèle, on sait que dans les rhumatismes inflammatoires, mais même aussi dans l'arthrose, l'activité physique permet de diminuer un petit peu les symptômes de douleurs articulaires. Donc oui, il est tout à fait recommandé de garder une activité physique et de faire du renforcement musculaire. J'ai un rhumatisme psoriasique et hors période de poussée, je n'ai pas vraiment mal aux articulations, mais j'ai plutôt des courbatures très fortes dans tous les muscles du corps, bras, jambes. Est-ce normal? Ça peut arriver, ça dépend de ce qu'on fait. Si cette personne fait beaucoup de sport, par exemple, il peut avoir des courbatures. S'il prend des médicaments contre le cholestérol, pareil, c'est pas forcément lié au rhumatisme psoriasique.
Tout à fait. Je pense qu'il faut rechercher des causes de problèmes musculaires en dehors du rhumatisme psoriasique avant de dire que c'est uniquement ce problème. La polyarthrite peut-elle donner des tendinites à répétition et que faire? La polyarthrite rhumatoïde peut donner une atteinte inflammatoire autour de certains tendons. C'est bien connu pour le poignet, également pour la cheville. On appelle ça des ténosynovites. Ça veut dire que c'est du liquide qui se met dans une gaine, une enveloppe qui entoure le tendon. Ça correspond aux poussées inflammatoires, mais ce ne correspond pas forcément à la tendinite du sportif, par exemple, qui a des douleurs d'épaule. Après, c'est vrai que quand on a une polyarthrite rhumatoïde, qu'on est traité par des médicaments, en particulier les corticoïdes, ou qu'on prend un médicament pour le cholestérol ou d'autres choses, ça peut favoriser les tendinites plus classiques. Donc, il y a deux types de problèmes de tendons dans la polyarthrite. Résultats sanguins archinormaux, CRP, etc. Néanmoins, poussée de PR, importantes et douleurs mains, pieds, avec déformation par moment, comment se fait-il? Alors, il peut arriver qu'on ait une polyarthrite rhumatoïde et que le bilan sanguin soit rigoureusement normal. Ça n'empêche pas d'avoir une poussée évolutive de la polyarthrite rhumatoïde. Le médecin se posera la question de savoir s'il s'agit réellement d'une polyarthrite rhumatoïde et non pas d'une fibromyalgie, d'une arthrose ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il est possible qu'il y ait des poussées évolutives sans traduction sanguine. Pourquoi associe-t-on Humira au méthotrexate? Alors, il est connu dans la polyarthrite rhumatoïde, en tout cas, qu'on a une meilleure efficacité en associant l'Humira à un autre médicament tel que le méthotrexate que l'Humira tout seul. Mais ceci dit, j'aimais bien la question d'avant aussi. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Donc, la question d'avant, c'était quelles consignes à respecter avant une intervention chirurgicale, prothèse de hanche, et quelles questions pertinentes poser aux chirurgiens. Donc, en effet, quand on est par exemple sous biothérapie, qui ont un risque infectieux, il est conseillé de les arrêter une certaine période avant une chirurgie programmée pour éviter les risques infectieux de la chirurgie. Et le temps d'arrêt dépend également aussi de l'activité du rhumatisme inflammatoire. Donc, le rhumatologue va regarder dans des référentiels la durée d'arrêt, et le patient peut regarder sur une application qui s'appelle e-Boot, qui est fait pour les patients atteints de rhumatisme inflammatoire, les informations concernant l'arrêt des biothérapies lors d'une chirurgie. Alors, docteur Poivret, c'est vous qui allez répondre à la dernière question de la matinée. J'ai une polyarthrite depuis 30 ans, bien stabilisée depuis de nombreuses années par le méthotrexate. Je vois le rhumatologue une fois par an maintenant. Dois-je vraiment continuer ce traitement à vie? Alors là aussi, je dirais que c'est au rhumatologue de prendre la décision. On peut être amené, si tout va bien depuis fort longtemps, à diminuer les doses de méthotrexate ou à les espacer, voire à l'arrêter. Cette personne prend depuis 30 ans du méthotrexate. On peut estimer qu'elle arrive vers la cinquantaine. Voilà, c'est difficile de répondre à cette question avec les données qu'on a. S'il persiste des signes évolutifs, qu'ils soient cliniques ou biologiques, il faut certainement poursuivre le méthotrexate. Si tout va bien, on peut peut-être diminuer les doses de méthotrexate, voire les espacer. Il est possible que la polyarthrite s'éteigne progressivement, ça n'est pas exclu, mais tout est affaire d'examen clinique, biologique et de discussion avec le patient aussi. Encore une fois, le patient a son rôle à jouer. Il n'est pas anodin de diminuer ou de stopper un traitement par méthotrexate et puis de voir ce qui se passe
mais c'est difficile de répondre à une question. Je m'excuse de terminer sur une réponse de Normand. Moi, j'ajouterais également que on peut discuter la diminution en vue d'un arrêt des traitements en cas de rémission de la polyarthrite, c'est-à-dire quasiment pas de douleur, quasiment pas de gonflement et quasiment pas de syndrome inflammatoire dans le sang. Et on rajoute également souvent l'utilisation de l'échographie. Donc, on peut aller voir l'inflammation articulaire et on sait que s'il persiste une inflammation dans les articulations, eh ben, très certainement que de baisser les traitements, ça ne sera pas bien vécu. Donc, auquel cas, on continue un peu. Et mon autre réflexion, c'est quelqu'un qui a une polyarthrite depuis 30 ans peut aussi avancer dans l'âge. Et on sait que chez les personnes âgées aux alentours de 80 ans, eh ben, ces personnes-là métabolisent de manière différente un peu les médicaments et très certainement, à cause de différents facteurs, ont besoin de moins de comprimés du médicament. Donc, dans ce cas-là aussi, on peut aussi commencer à baisser le méthotrexate. Merci beaucoup, Dr Loati. Merci, Dr Poivret. Je vous rappelle que tout au long de l'année, vous pouvez nous poser vos questions à l'association, soit en appelant le service Entraide, soit directement sur le blog afpentraide.org. Voilà, je ne me suis pas trompée. Alors, nos modératrices me font part de situations particulièrement difficiles, hein, de personnes qui nous ont exposé des problèmes auxquels il n'est pas possible de répondre en 1 ou 2 minutes comme ça en conférence. Via le chat, on n'a pas la possibilité d'avoir leurs coordonnées et de les rappeler pour leur proposer des réponses ou les écouter. Donc surtout, il ne faut pas que ces personnes hésitent à nous contacter encore une fois en appelant ou en écrivant, via le blog Entraide. Docteur Loati, on vous retrouve dans le prochain numéro de la revue Polyarthrite Info, hein, pour la rubrique Docteur, j'ai une question. N'hésitez pas à poser des questions, c'est toujours très intéressant, même pour moi, parce que des fois, ça me permet d'aller vraiment chercher l'information exacte. Donc, merci aux patients de me faire apprendre des choses. On nous demande Et je vois, oui, une petite note. Vous êtes nombreux à demander comment s'écrit l'application. Donc, e-boot, ça s'écrit H-I-B-O-O-T. H-I-B-O-O-T. Donc, c'est une application qui a été créée par des rhumatologues, entre autres, avec la collaboration de la Société française de rhumatologie et avec les informations exactes sur les conduites à tenir. Donc, n'hésitez pas si vous voulez télécharger cette application. Merci pour cette dernière précision. Docteur Poivret, tous ceux qui nous regardent, ils peuvent vous retrouver dans la revue, dans la brochure Polyastuces qu'on vient de sortir et qui peuvent télécharger sur la plateforme du salon. Hein. Vous avez participé à la rédaction de cette brochure. La plateforme Internet du salon restera en ligne bien après le salon, donc vous pourrez y retrouver bien sûr cette brochure, mais aussi voir en replay toutes les conférences depuis lundi, hein, toutes celles qu'on a diffusées depuis lundi. Le salon n'est pas terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 14h avec Anne-Gabrielle Dumont, qui est diététicienne nutritionniste à Montpellier. Elle vous présentera les recommandations de la Société française de rhumatologie en matière d'alimentation et surtout, elle vous expliquera comment les appliquer au quotidien. Voilà, donc je vous dis à tous bon appétit, merci et rendez-vous à nouveau à 14h.